vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, c'est parti pour la rubrique Alléoop Café avec Vivien à l'intérieur pour le lay-up de la semaine. À toi, Vivien. Donc merci Philippe pour cette passe. Donc je vais vous emmener, cette fois-ci on va aller sur les playgrounds, on va mettre nos chaussures et on va s'intéresser au streetball. Alors pourquoi le streetball? Tout simplement, si on commence par une définition, qu'est-ce que c'est le streetball? C'est finalement le basket de rue. J'ai envie de dire, c'est même l'essence même du basket. C'est là où tout le monde commence finalement. Que ce soit tous ceux qui passent pro, les plus grands joueurs, tout le monde a commencé dans ce qu'on appelle un playground. Ce sont souvent ces terrains en extérieur. Ça peut être du goudron, peu importe le type de terrain, mais tout le monde est passé par cette étape où on commence à jouer en extérieur. D'ailleurs, la plupart de nos auditeurs, à part quelques exceptions, d'ailleurs, on va saluer les quelques pros qui nous écoutent, mais on va dire que 98% de nos auditeurs sont des street ballers quelque part. Donc, on commence toujours avec la street. Voilà, là, on va dire qu'à part nos exceptions, d'ailleurs on salue tous les pros qui nous écoutent, mais tout le monde dit, alors, qu'est-ce qu'il nous faut dans la street? On a toujours un peu notre terrain favori qui est plus ou moins près de chez nous. On verra un petit peu plus tard, j'appelle les terrains légendaires de streetball. Et on a aussi souvent on prend notre balle, quand on est petit on va jouer une ou deux fois, et on a ce qu'on appelle les crews. Alors, les crews, les équipes sont souvent un peu, moi ce que j'appelle les équipes un peu mythiques comme ça de streetball. Alors quand on commence, ce sont souvent plus des amis à nous, donc voilà, ce sont des amis, on joue, on fait des tournois, beaucoup de tournois de street. D'ailleurs dans le monde il y en a énormément de tournois de street. Et puis on est obligé de remonter aux origines et à se remémorer un crew qui est originaire de Chicago, qui fait des tournées mondiales. Et si je dis le nom, bien sûr, ça va être très évident pour tout le monde. On va parler des Harlem Globetrotters. Alors eux, on est obligé de parler d'eux parce que finalement, je trouve que c'est un petit peu l'essence du streetball, même si aujourd'hui ils font beaucoup plus de shows dans des salles. À la base, c'était une équipe qui était originaire de Chicago, aux États-Unis, mais dans les années 20. Donc, dans les années 20, il n'y avait pas encore la NBA qu'on connaît tous. Donc, il y avait une première équipe comme ça, années 20, années 30, qui jouait, qui dominait vraiment les terrains, qui dominait vraiment dans la rue. Et leur particularité, c'est qu'en même temps, ils dominaient, mais en même temps, ils mettaient beaucoup de crosses, beaucoup de spectacles. Et voilà aussi. Là aujourd'hui, on a tous en tête 1 million d'actions, de dribbles, on va sur YouTube, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire et c'était même fou en fait de jouer comme ça, de voir des personnes comme ça qui jouaient, ils allaient à Chicago, et puis après ils ont muté, ils sont allés à New York, ils sont allés dans les quartiers vraiment durs ils ont fait Harlem, le Bronx, ils ont vraiment fait beaucoup. Comme on dirait familièrement, ils ont vraiment lavé des joueurs. Et c'est comme ça qu'ils ont eu vraiment un truc. Et ce qui est très fort, c'est qu'après, ils ont quelque part fait beaucoup de tournées. Et par exemple, il y avait une époque, la première équipe, ils avaient un bilan, je sais pas, en termes de victoires, ils étaient peut-être à 99% de victoires, on va dire. Sur des centaines de matchs, ils avaient peut-être perdu que 2 fois. Ça, c'est pour dire. En termes de bilan, c'était ça, les Harlem Globetrotters. Puis même, ils ont fait, voilà, dans les années 40, ils ont continué à faire des tournois. Ils ont gagné des tournois.
Et ce qui est même très fort dans le streetball, c'est qu'en fait, pourquoi on entend parler encore des Harlem Globetrotters, c'est que du coup, quand on a eu la vraie NBA qui est arrivée fin des années 40, donc avec George Mikan, c'est les Lakers de Minneapolis, et ils ont finalement battu à 2 reprises cette équipe des Minneapolis. Donc finalement, forcément, à l'époque, c'était pas comptabilisé parce que c'était pas une équipe qui était, ouais, c'était pas une équipe qui avait le logo NBA, mais voilà, c'était des vrais matchs et en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont vraiment percé. Ils ont vraiment eu des stars. Il y en avait une qui s'appelle Reese Tatum qui a vraiment percé. Après, il y a eu le pivot légendaire Will Chamberlain qui a fait des matchs avec eux. Et c'est un peu ce qui les a montés très 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 haut. Ils ont fait une tournée fin des années 50, début des années 60. Ils sont venus en Europe, pareil, ils ont dominé. Et ils ont vraiment eu beaucoup de récompenses, de distinctions. Et maintenant, voilà, c'est l'équipe qu'on connaît. Ils sont aussi dans le Naismith Hall of Fame de basket. Eux, ils sont de la promotion 2002, donc on a eu la promotion 2016 qu'on a vu récemment. Et ça prouve un peu le respect. Et pour moi, ça a été, voilà, en termes de crew, vraiment les premières grosses légendes du streetball. Alors après, si on voyage dans le temps, on a eu beaucoup de choses, notamment à New York, et beaucoup de terrains. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis. On peut dire en France aussi, beaucoup d'équipes comme ça. En France, je dirais plus à partir des années 80. Je pense que le basket est vraiment arrivé. Et puis du coup, on va voyager du coup des années 30 jusqu'au milieu à peu près des années 90. Donc on est à peu près à l'époque 1993. Et là, il y a une entreprise de chaussures de basket et d'équipement qui s'appelle N1. Donc c'est en même temps un projet universitaire de l'université de Pennsylvanie. N1, bien sûr, c'est pour expliquer, c'est l'expression quand on met panier plus la faute pour ceux qui. Je pense que la plupart de nos auditeurs sont au courant. Ouais. Ah, tout le monde, on a tous eu l'habitude pour tous ceux qui ont joué, on sait ce que c'est la joie de finir comme ça avec un N1. Et voilà, ça a été, c'était pareil un crew comme ça qui s'est fondé au Queens, un peu partout aux États-Unis. Et donc il y a eu pas mal de petites légendes qui se sont formées. Donc il y a eu Skip to My Lou, Elias Raffer Alston, il y a eu Hot Sauce. Donc il y a une première équipe comme ça qui a commencé à faire des tournées pareil beaucoup au début dans l'Est des États-Unis. Parce que finalement New York c'était vraiment une grosse référence en termes de streetball. The place avec beaucoup de terrain. Yeah, c'est vraiment l'endroit où il faut être. New York et en deux je mettrais aussi Chicago et c'est pareil. N1 ils ont commencé à faire 10 vidéos. Ils ont commencé à mettre beaucoup de dribbles entre les jambes des personnes et c'est ce qui a marqué beaucoup dans les années 90, c'est que finalement ils allaient et finalement oui ils se faisaient remarquer, ils faisaient des tournois et ça jouait. Et après là ils ont vraiment explosé, c'est en 99 quand il y a eu le joueur NBA, la Trell Sprewell qui s'est associé avec eux en fait. Parce qu'en 99 donc il y a New York qui va en finale NBA et en plus Sprewell c'était un petit peu un joueur un peu taré comme ça et voilà, ça a été le premier à s'associer avec ces joueurs-là pour notamment jouer beaucoup dans les rues de New York et c'est ça qui les a vraiment propulsés. Après ils ont vraiment eu beaucoup de joueurs NBA qui les ont rejoints, Darrell Armstrong, Larry Hughes et d'autres. Voilà. C'était pas forcément ce qu'ils appellent des superstars mais finalement, ils ont quand même créé quelque chose et on a eu ce qu'on appelle la mixtape N1, ça c'est que beaucoup, je pense, on a remarqué. Les célèbres cassettes. Les célèbres cassettes qu'on s'est tous passés. Et pour donner un exemple, c'est que là-bas aux États-Unis, en 3 semaines, il y a eu peut-être des centaines de milliers qui se sont vendus et ils ont facilement dépassé le million. Et après, ils en ont fait une mixtape, puis 2 mixtapes, puis 3 mixtapes, puis 4 mixtapes. Puis ils ont continué aussi à agrandir leur crew. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils passaient aux États-Unis, ils recrutaient des joueurs. Donc après, pour ajouter un petit peu de diversité, ils ont voulu aussi prendre des joueurs, notamment blancs. Donc il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle The Professor.
Lui, c'était une espèce de meneur comme ça qui avait vraiment mal en main. Mal en main, c'était une espèce de Jason Williams de rue. Donc c'était vraiment très très fort. Alors après c'est pareil, ils ont continué à faire beaucoup de choses. Alors si on pense à l'état aujourd'hui, je dirais qu'en 2016, en 2016 on les considère plus ce que j'appelle des légendes du streetball, c'est qu'ils sont les premiers, on va dire, qui jouent un peu moins parce que forcément il y en a beaucoup, ils ont la quarantaine, donc ils jouent comme ça, mais pas forcément avec autant d'intensité. Mais voilà, ils continuent à développer. Et par contre, si on parle en termes de business, c'est un projet qui a été comme ça et qui a rapporté plus de 200 millions d'euros. Donc, on se rend compte que, voilà, N1... Ah oui, c'est pas... Non, on pense que c'est comme ça quelques cassettes, mais ils ont vraiment développé et ça a vraiment été très, très lourd. Une véritable industrie, et pour montrer qu'en fait le streetball, on pense que c'est quelque chose comme ça, et en fait non, pas du tout, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Alors on a une autre partie du streetball, ça qui plaît à beaucoup. On pense forcément à nos deux groupes, Hall of Fame et Alley-Oop Café, où on a beaucoup de partage de vidéos de dunkers. Pareil, en dunker, ça, on en a eu depuis des années. J'ai eu des noms comme ça, comme Doug Anderson, comme il y en a un qui s'appelle Escalade. En fait, la particularité, notamment aux États-Unis, c'est qu'en fait, ils donnent un peu des surnoms à des personnes. Donc, souvent, en fait, on se rend compte qu'on ne connaît même pas leur vrai nom, mais on a des surnoms. On a par exemple quelqu'un qui s'appelle Irish Spring, on a quelqu'un qui s'appelle CJ. Ouais. Alors, de ce côté-là, on peut dire que, autant au niveau des crews, je trouve que les Français, on n'a pas forcément été à leur niveau, mais au niveau des dunkers, on a fait des choses pas mal, nous les Français, parce que par exemple, on a eu un qui s'appelle Cadorziani, qui a été vraiment un gros dunker pendant des années. On a eu des personnes qui s'appellent Steve Lobel, on a eu des Crazy Dunkers. Et par exemple, pour donner en termes d'impact, si on se souvient donc de l'NBA des années 90, où on n'avait pas encore de Français NBA, par exemple, on a eu certains de ces dunkers qui dunkaient souvent, par exemple, pendant les mi-temps des Chicago Bulls de l'époque de Jordan. Pour montrer, voilà, donc c'était vraiment, finalement, ces dunkers-là, ils étaient quand même reconnus, notamment aux États-Unis, par les équipes NBA. Voilà, ils faisaient le show parfois avant, pendant les matchs, et ça prouve que c'était quand même pas mal du tout. Hein. Alors en compétition dans le streetball, en fait finalement c'est que voilà, le streetball au fur et à mesure des années, des décennies, ça a pris tellement d'importance qu'il y a eu des compétitions qui se sont mises en place. Donc au début, il y a eu beaucoup de petits tournois comme ça, mais c'était pas vraiment structuré. Alors après, il y a eu du coup l'équipement TNI qui a été vraiment les premiers à prendre ça en main au début des années 2000. Ils avaient créé un tournoi qui s'appelle King of the Court. C'était beaucoup justement un tournoi un contre un. Du coup, c'est assez sec parce que en fait, du coup, les joueurs ils s'affrontent en un contre un, mais il y avait un public assez chambreur et un speaker. Et là, faut dire qu'il fallait vraiment être costaud mentalement pour venir jouer, parce que si on se faisait laver, je pense qu'on disparaissait, on prenait son sac et on rentrait. On pouvait vraiment passer des sales journées. Donc, et il y a eu aussi, nous en France, on a créé un tournoi qui maintenant est mondial, qui s'appelle le 1554, donc ça a commencé en 2003. Maintenant, il est sponsorisé par Iserness. Voilà, et maintenant, il y a Streetball Basketball Association, et ça prouve que c'est pas mal. L'autre reconnaissance, c'est que finalement, dans le streetball, c'est que souvent, en fait, ce qu'on se rend compte quand on joue en rue, c'est qu'on joue rarement en 5 contre 5. Il y a beaucoup de 3 contre 3, et c'est aussi ce qui a inspiré notamment la FIBA, a beaucoup développé la FIBA 3 contre 3. Ce qu'on voit souvent dans le 3 contre 3, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu être pros en terrains normaux, qui sont finalement passés dans des terrains comme ça, en fait. Et aussi, ce qu'on est obligé de dire quand même, on est obligé de nuancer en disant la chose suivante, c'est que autant pour moi les Harlem Globetrotters, on peut dire que les premiers c'était vraiment des joueurs de très très haut niveau, des joueurs qui avaient peut-être forcément ils étaient dans les années 20, il n'y avait pas encore de NBA, mais les premiers, voilà, ils arrivaient à rivaliser avec les équipes NBA. On est obligé de dire qu'honnêtement, si on parle par exemple de The Professor, on a eu l'exemple de Skip to My Lou, il avait essayé de jouer à Houston. Clairement, c'était un joueur du banc. Il jouait à Houston dans les années 2000. C'était le remplaçant. Il sortait comme ça du banc, mais ou parfois il jouait un petit peu, mais ouais, c'était pas. On peut pas dire qu'il a fait une grosse carrière NBA.
il a eu le niveau, mais c'était le seul. Et on va dire tous les autres ont essayé. Et ce qu'on a vu, par exemple, The Professor, bah, honnêtement, si je devais dire ça au niveau de The Professor, pour moi, il a un niveau de Pro B. Pro B en France, hein, donc voilà, c'est pas... Il y en a beaucoup, on peut dire qu'honnêtement, voilà, dans la rue, finalement, on est obligé de dire que ça dribble beaucoup, mais dans des vrais matchs, le problème de beaucoup de ces joueurs de rue, ils n'ont pas le même niveau. Ben non, et le problème, c'est quand arrive le quatrième carton, ils essaient de dribbler, et ça passe pas, donc c'est un peu ça... finalement, c'est quand même bien développé. Il y a beaucoup de ligues. Il y en a dans tous les pays. Il y en a un peu partout. Ben, si on parle d'un autre aspect qui sont les terrains, ce qu'on appelle les terrains légendaires, il y a le terrain qui a une référence qui s'appelle Rocker Park à New York. Ça, c'est le terrain. Si quelqu'un va à New York et qui demande où est Rocker Park, je pense que même un New-Yorkais qui aime pas du tout le sport, il sera capable d'indiquer à quelqu'un où ça se passe. Il y a aussi à Los Angeles, Venice Beach, c'est pareil. Bon, il y a d'autres terrains. Ben, même à Paris, il y avait une époque où on avait Stalingrad, là c'est fini. On avait même le Champ de Mars, quelques endroits comme ça. À Paris, alors ce qu'ils ont créé là, nous on a eu le Oops Factory qui s'est lancé. Mais du coup, le concept, c'est un peu de créer une espèce de playground, mais en intérieur, en fait. Et du coup, c'est le premier terrain indoor d'Europe, et ce sera peut-être même du monde. Après, dans la culture populaire, le streetball, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo, il y a eu NBA Street, il y a eu même N1 Streetball, ils ont eu leur jeu vidéo aussi. Ils ont eu leur jeu, sur PlayStation 2, j'y ai joué. C'est ça. Ah ben non, pour le coup, honnêtement, moi j'ai eu le souvenir d'NBA Street, mais le reste, j'ai pas testé tous ces jeux-là. Après, on a eu quelque chose qui a beaucoup contribué au streetball, c'est le cinéma. Alors, le premier film de streetball qui est référent, enfin pour moi, le film référence, c'est White Man Can Jump, où les blancs ne savent pas sauter. Et ça, c'est avec Wesley Snipes. Ça, c'est deux films 1992. Et l'autre, j'arrive même plus à souvenir de son nom, mais je me souviens de son nom dans le film, et voilà, ça c'était vraiment the film. En fait, le film il était très fort parce que, en même temps, ce que ça a montré, c'est que ça montrait aussi toutes les barrières de l'Amérique, et il a vraiment beaucoup marqué en Amérique parce que je trouvais que c'était presque un vrai reflet de la société américaine. Après, on a eu I Got Game aussi, et ça, c'était Ray Allen et Denzel Washington. On peut le mettre dans cette catégorie-là, même si Ray Allen, c'est un joueur NBA, parce que l'esprit du film, il est l'esprit streetball. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Après, on a eu aussi 1990, donc 2 ans avant Les Blancs ne savent pas sauter. Le premier film, alors c'était un documentaire donc par Sa Majesté Michael Jordan, qui s'appelait Michael Jordan Playground. Je sais pas si tu l'as vu toi, Philippe. Ah si, je l'ai vu. Ouais, voilà, c'est pour ça que dans la mise en scène justement, il est dans un terrain, il est dans une espèce de playground, et même la mise en scène, je pense, c'est voilà vraiment pour un peu rendre référence à vraiment à cette culture là. On a aussi un manga qui s'appelle Slam Dunk, et c'est vraiment pour montrer que voilà, finalement, pour conclure, le streetball c'est vraiment quelque chose de très développé, c'est accessible, il y a beaucoup de compétitions, mais après je dis toujours aux gens, c'est que autant le streetball il faut aimer, mais alors un des reproches aussi du streetball, c'est que je trouvais aussi que beaucoup de joueurs de street avaient un petit peu tendance à manquer de respect à des joueurs NBA, et ça me rappelait des souvenirs. Là j'ai pensé à Abel, c'est que par exemple, quand on se souvient de Tony Parker, je me souviens quand il a gagné son premier titre en 2003, je me souviens de tous les joueurs de street qui... cette anecdote pour terminer, elle va être très forte, c'est quand il gagne son premier titre en 2003, il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils étaient capables de battre Tony Parker. Il était venu à la défense, il y avait un joueur que je connais, qui s'appelait 6K, qui pensait le battre et tout ça. Et ce qu'il a fait, surtout en un contre un contre Tony Parker. 6K, c'est le mec avec il avait la touffe là à l'époque, non? Ouais, c'est ça. Je l'ai vu sur les vidéos qui circulaient à l'époque, 6K, ouais. C'est ça, il y avait lui, il y en avait d'autres. Ah, il avait provoqué Tony alors. Oui, il y en avait d'autres, ouais, mais Parker, je me souviens, il avait mis juste un bras, et ces jours-là, face à Parker, ils n'avaient rien pu faire.
Et là, ouais, il leur avait montré que face à Tipeee, là, oui, je pense qu'ils avaient compris que voilà, il y a quand même un écart. Et c'est en tout cas, voilà, le streetball, c'est de la passion et c'est pour ça que c'est quand même génial. On peut aller partout dans le monde jouer, même en voyage, en vacances, que ce soit n'importe quel pays. Et en tout cas, là où peut-être il y a le plus de passion, c'est l'Asie d'ailleurs. L'Asie, je peux vous dire qu'il peut pleuvoir, il peut y avoir même une tempête. Et les joueurs en street en Asie, ils jouent tout le temps. Et ça, c'est très très fort. Même l'Europe de l'Est, pareil. Donc voilà, c'était une présentation assez large du streetball. Qui continue. Très très intéressant. Cette rubrique sur le streetball, sur le playground, sur le basket en playground. Alors, Valentin, toi aussi tu fais du street, non, un peu, non? On suppose. Quoi? Tu fais un peu de street aussi? Non? Bah, pas vraiment. C'est pas... L'été, tu fais pas de street? L'été? Avec des joueurs, tu vois, qui sont spécialisés là-dedans, tu vois. Moi, j'habite dans un petit village et tout. Ok. Donc, merci Vivien Boibanga avec ta rubrique Allo Café. Très très intéressante cette rubrique. Vivien qui nous a parlé donc de street ce soir, qui a parlé de playground. Donc si vous avez pris l'émission en cours, hein, vous n'hésitez pas. Vous revenez sur les podcasts, les rediffusions et podcasts qui seront disponibles. Le podcast, pardon, je vais y arriver, de cette émission sur ce 59e épisode de votre Flash Basket sera donc disponible, on va dire, 2-3 minutes après la clôture de ce talk show. Donc n'hésitez pas à revenir dessus, c'est très très intéressant. Merci Vivien, ça nous a fait très très plaisir. De rien. Bah, au plaisir. Hein. De toute façon, chaque semaine, une nouvelle découverte. Voilà, ça, c'est toujours comme ça sur le parquet de la radio. Allez, on en profite pour envoyer encore un big up à notre partenaire du côté de l'Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire qui s'est présenté en début d'émission. Il s'agit de africabasket.net. Le média africabasket.net du côté de la Côte d'Ivoire, un média principalement dédié au basket africain. Ils auront donc une rubrique sur Flash Basket tous les vendredis soirs à partir de 21h30 GMT. Donc il s'est présenté, il s'agit de Herman du côté de la Côte d'Ivoire. Qui a présenté donc sa structure africabasket.net et donc ils débuteront leur aventure avec nous dès vendredi prochain. Hein, ça fait plaisir, hein, Vivien, de plus en plus de partenaires sur le parquet. Exact. Ben, on complète l'effectif. Hein, voilà, on a un effectif de plus en plus dense. De plus en plus dense, ouais. Voilà, notre Dream Team s'agrandit, ça fait plaisir. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Donc, gros big up à tous les auditeurs de ce côté-là, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté d'Abidjan. Ça nous fait plaisir. On est toujours très très heureux d'avoir de plus en plus d'auditeurs. On en profite pour saluer tous ceux qui étaient en direct live ce soir, hein, et bien entendu les retardataires, ceux qui ont pris l'émission en cours, ou bien ceux qui vont se connecter le lendemain pour la rediffusion, car on le sait, chacun a ses petites habitudes sur le parquet de la radio off. Il y a ceux qui préfèrent écouter le talk show le matin avant d'aller au boulot, le soir, à midi à la pause, ou bien le soir en rentrant du boulot, hein. Donc on vous salue, on vous dit merci de rester connecté sur le parquet de la radio off. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites tourner l'info, la radio numéro 1 de basket pour les francophones à travers le monde. C'est bien nulle part ailleurs, c'est sur Radio Off Basket. Donc merci à tous et on vous donne rendez-vous pour le prochain talk show qui sera donc mardi prochain avec le match des auditeurs dès 21h30. Et pour ce week-end, on prévoit de diffuser un best-of. Ce sera donc dimanche, hein, puisqu'on laisse la journée de samedi pour ceux qui n'ont pas écouté le talk show de vendredi pour se rattraper, et on diffusera un
best-of, hein, vu qu'on a plus de 170 émissions maintenant à notre actif. On va diffuser un best-of dimanche, hein, dimanche dans la journée. Donc il n'y a pas de souci, sans aucun stress. Vous aurez donc l'info.